زفلاوني الكل ودي كان ديسمو قلنا سوفي سونا راديو télévision ثاق فيريث Sagui sur Radio-Télévision Kabyle, nous avons l'honneur de lancer une série d'émissions sur l'économie de la Kabylie, Thadamsar Thaqvairith. Et pour notre première émission, elle sera consacrée à l'indépendance énergétique de la Kabylie. En effet, d'après l'ancien président américain Roosevelt, qui disait « La vraie liberté ne peut exister sans sécurité économique et indépendance énergétique ». Voilà. Donc ce soir, sur RTK, pour notre première émission sur donc Thadam Sathaq Veirith, nous recevons Mas Zidane, Azula Mas Zidane. Donc Chini, on te reçoit en ta qualité de membre de l'organisation ECOSEC, qui est le Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie, qui a conduit l'étude de référence que nous allons dérouler. L'objectif donc de cette étude est de démontrer, chiffres et comparaisons à l'appui, qu'une Kabylie libre, effectivement, peut atteindre l'indépendance énergétique décarbonée en quelques années seulement, grâce à quatre points. Une stratégie, d'une part une stratégie en phase, le mix énergétique renouvelable robuste, une gouvernance dédiée et des financements crédibles. Voilà. Donc, on va lancer directement dans le questionnement de justement par rapport à ça. Pourquoi viser l'indépendance énergétique, Zidane? Merci Rabah. Effectivement, donc l'indépendance énergétique, que pour pas mal de pays dans le monde, c'est un enjeu majeur. Donc, et pour la Kabylie, son ressources naturelles, mais qui dépendent actuellement en tant que colonie, donc en tant que colonie algérienne. Donc actuellement, il dépend des importations énergétiques à l'état actuel des choses. Mais atteindre une autonomie énergétique ou bien une indépendance énergétique est une ambition stratégique. Donc c'est à quoi donc la Kabylie indépendante va s'atteler. Et d'ailleurs, pour arriver à ça, donc quels sont les leviers? Donc c'est des choses qu'on va expliquer. Quels sont les leviers à actionner pour s'assurer cette souveraineté énergétique et aussi probablement s'inspirer des expériences d'autres pays qui sont un petit peu dans notre situation à l'échelle population et territoire et tout ça, qui ont un petit peu aussi notre relief équivalent à celui de la Kabylie. Donc voilà, quels sont les modèles qui peuvent servir de modèle, donc à la Kabylie. Et avant d'aller plus loin, donc je préfère, je vais citer quelques citations qui mettent en avant, qui expliquent l'importance stratégique de l'indépendance énergétique. Je commence par Henry Kissinger. Henry Kissinger, vous savez, c'est l'un des meilleurs diplomates donc de l'histoire à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Et lui disait: le contrôle des sources d'énergie est la clé du pouvoir économique et politique. Un pays qui maîtrise son énergie maîtrise son destin. Donc il faut comprendre là, si on ne maîtrise pas notre énergie, on ne peut pas maîtriser notre destin. Ni d'ailleurs économique, ni politique. Jimmy Carter, qui est un ancien aussi président des États-Unis, il disait: l'énergie est le socle de notre indépendance. Ça veut dire que sans énergie, il n'y a pas d'indépendance. Sans elle, nous ne pouvons ni protéger nos libertés, ni prospérer économiquement. Donc voilà, tout le monde souligne l'importance de cette indépendance énergétique. Donc ça sera une priorité de la Kabylie indépendante, la priorité des priorités. Écoutez aussi ce que disait Margaret Thatcher, qui est l'ancienne Premier ministre britannique. La sécurité énergétique est fondamentale pour la stabilité nationale et la croissance économique. Nous devons investir dans des sources d'énergie diversifiées et durables. Al Gore. Al Gore, c'est le vice-président américain, l'ancien vice-président américain. Oui. Donc, il disait: l'indépendance énergétique est non seulement une nécessité environnementale,
mais aussi une opportunité économique pour construire un avenir plus durable. Et Vladimir Poutine, que tout le monde connaît actuellement, il disait l'indépendance énergétique est une question de sécurité nationale. Donc si c'est pour la Russie, ça va être aussi pour la Kabylie. Poutine disait c'est une question de sécurité nationale pour la Russie. Nous devons exploiter toutes nos ressources pour garantir notre souveraineté. Donc il faut qu'on maîtrise nos ressources pour garantir notre souveraineté. Barack Obama lui disait une nation qui ne peut pas contrôler ses sources d'énergie ne peut pas contrôler son avenir. Angela Merkel, la chancelière allemande, il disait l'indépendance énergétique est essentielle pour garantir la sécurité nationale, la prospérité économique et la protection de l'environnement. Donc, toutes ces grandes personnalités qui ont été un petit peu participé non seulement au destin de leur nation, mais pratiquement au destin du monde aussi. Il disait aussi l'indépendance énergétique est la clé de notre souveraineté. Donc, on voit toujours indépendance énergétique, indépendance, donc la souveraineté économique, la souveraineté politique, la sécurité de la nation. Donc tout est lié. C'est pour ça que, voilà, donc pour répondre à ta question, pourquoi on vise l'indépendance énergétique et pour cela, il y a aussi 3 raisons principales académiquement. Donc déjà, de point de vue sécurité, réduire l'exposition au choc d'importation et prix on se rappelle tous des chocs pétroliers, comment ça a été un chamboulement. Donc l'indépendance énergétique de la Kabylie visera à réduire cette exposition au choc. Aussi du point de vue macroéconomique, diminuer la sortie des devises. Donc il faut faire en sorte que notre devise ne va pas être gaspillée à gauche et à droite. Donc il faut diminuer, si on est indépendant énergétiquement, si on maîtrise notre énergie, donc on diminue la sortie de devises. Et aussi ainsi stabiliser ce qu'on appelle donc la balance énergétique. Et aussi, il y a une chose très importante, c'est le climat et santé. Comme la Kabylie, il tient beaucoup donc à sa terre. La terre, c'est une valeur de la Kabylie. Et pour ne pas justement, pour préserver le climat, pour préserver la santé du peuple kabyle, donc passer à une électricité 100%, à une énergie 100% décarbonée, donc est un enjeu majeur. Et vous avez souligné donc cette étude qu'on va expliquer. Elle a été donc faite par l'ECOSEC, qui est donc le Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie, en anglais donc Economical, Social, Environmental Council of Kabylia. Donc la méthode qui est utilisée pour mener cette étude, donc suivre l'axe de sobriété et efficacité. Donc, par exemple, dans les pays occidentaux, on sait que maintenant tout le monde parle de la sobriété énergétique, de l'efficacité énergétique. Donc c'est un axe majeur pour arriver à cette indépendance énergétique. Il y a aussi la diversification technologique. Il ne faut pas dépendre d'une seule. Donc on ne va pas mettre tous les œufs dans un même panier. Donc il faut diversifier autant que possible. Et aussi profiter de la technologie actuellement avec les réseaux intelligents, le maillage, les connexions internationales de les différents systèmes énergétiques. Et aussi pouvoir, dans le cas par exemple du solaire ou de l'éolienne, pouvoir stocker de l'énergie pour qu'il soit réutilisé par exemple la nuit par exemple. Et interconnexion maîtrisée, justement, voilà, maillage, par exemple, s'il y a un incident quelque part, il y a d'autres qui viennent en appoint pour couvrir les besoins d'une région, par exemple, qui était un peu sinistrée, par exemple. Voilà, donc j'espère que cette question a été longue, plutôt cette réponse qui a été longue répond bien à ta question. Ok, oui. Donc, d'après toi, la Kabylie, une fois que la Kabylie est indépendante, pourra-t-elle passer directement à l'énergie décarbonée et durable sans passer par la transition énergétique fossilisée, sans passer par l'énergie fossilisée?
vous venez de le dire, hein, donc la Kabylie indépendante. Donc on oublie la Kabylie la Kabylie colonisée. Et effectivement, la Kabylie indépendante doit passer directement, de facto d'ailleurs, parce qu'elle ne dispose pas d'énergie fossile. Hein. Donc si l'Algérie arrive à couper tout, bon, normalement il y a des démarches, il y a tout un process de décolonisation qui va aborder toutes ces choses, ces détails techniques, mais de facto, la Kabylie, effectivement, est condamnée, doit passer directement à l'énergie décarbonée et durable, sans passer par la transition, effectivement, énergétique fossile ou bien fossilisée. Hein. Donc, sans passer par le pétrole, par le gaz, par le charbon et tout ça. Et dans la stratégie de la Kabylie, justement, l'étude menée par EcoSec, il part de cette hypothèse-là. Hein. Et pourquoi? Parce que déjà, le monde actuellement est partout dans le monde, il est en pleine de transition énergétique. Par exemple, en France, en Europe, aux États-Unis, il y a la trêve un petit peu Trump qui, lui, veut plus parler de ce genre de choses. Mais à un moment donné, vu les changements climatiques et tout ça, donc je pense que c'est juste une parenthèse Trump, mais les États-Unis vont revenir avec les gouvernements qui vont suivre par la suite. Et aussi, eux, ils ont un petit peu un certain avantage parce que l'énergie fossile leur revient moins cher en plus, mais ils ont un réservoir énorme, ce qui n'est pas le cas de la Kabylie. Donc la Kabylie se trouve de facto donc contrainte à aller dans cette transition énergétique décarbonée. Et aussi, c'est une évolution donc nécessaire par rapport, pour répondre à ce qu'on vient de dire, aux défis climatiques et environnementaux qui se posent, donc le réchauffement climatique. Cette transition, dans le cas de la Kabylie, vise à parvenir à une décarbonation totale. Donc quand on dit en fait une décarbonation, parce qu'il y a d'autres pays qui sont peut-être un peu mieux dotés, ils sont déjà développés, l'énergie nucléaire, l'énergie fossile, donc eux, ils partent un petit peu donc d'une façon progressive. Mais dans le cadre de la Kabylie, l'étude menée par EcoSec, donc nous envisageons directement de passer à une décarbonation totale, ce qui veut dire pratiquement à 100%, donc décarboné, en abandonnant complètement les énergies fossiles basées sur les hydrocarbures. Mais donc au lieu d'utiliser ces énergies fossiles, donc on va se diriger vers les sources d'énergie durables et renouvelables. D'accord. On en reviendra, donc on en parlera très en détail, quelles sont ces énergies qu'on va utiliser. Dans ce contexte global, la Kabylie, qui est déjà riche en ses ressources naturelles, peut se permettre, et se trouve à un tournant décisif, justement pour entamer cette décarbonation totale de son énergie, allant jusqu'à une indépendance totale, donc à 100%. Et atteindre par contre cette souveraineté énergétique, elle est non seulement une ambition stratégique, c'est pas faire pour faire, mais une nécessité pour garantir un avenir durable. Donc pour se couvrir par rapport aux aléas, comme on dit, les chocs et tout ça énergétiques, et pour garantir donc un développement durable, un avènement durable, surtout aux générations futures. Une souveraineté totale sur le pays, je peux la dire, gestion du pays. Voilà, quelques citations aussi, je continue dans une situation par rapport à ces énergies. Là, le Ban Ki-moon, donc l'ancien secrétaire général de l'ONU, il disait « L'énergie durable est la clé pour combattre la pauvreté ». Donc on peut, avec l'énergie renouvelable, combattre la pauvreté, améliorer la qualité de vie et protéger notre planète. Nicolas Sarkozy, lui, disait « L'énergie est au cœur de la souveraineté nationale. La transition énergétique est une question de survie pour nos économies et pour notre planète. » La France, déjà, elle veut se débarrasser des énergies fossiles. Voilà. Alors que dire de la Kabylie? Barack Obama lui disait « La transformation vers une économie d'énergie propre peut nous aider à devenir plus indépendants, à créer des emplois et à construire un avenir plus durable. »
Donc voilà, ça explique pourquoi la Kabylie est contrainte d'aller directement, sans passer donc à une énergie 100% décarbonée, sans passer par la transition énergétique fossilisée. D'accord, ok, merci. Et quelles sont les stratégies que la Kabylie doit adopter pour parvenir à cette indépendance énergétique décarbonée? Donc, les stratégies, donc ICOSEC, dans le rapport ou l'étude de l'ICOSEC, donc il s'est inspiré un petit peu d'un certain nombre de pays, voilà, qui ont adopté donc un mix de stratégies. Hein, donc, on va les citer. La première stratégie, c'est la diversification des sources d'énergie. Donc, ne pas utiliser une seule source, mais plusieurs sources, donc durables et renouvelables. La diversification donc, est une clé de la souveraineté, où nous investissons dans une variété de sources, hein, pas une seule, telles que le solaire. Donc, c'est l'exemple utilisé dans l'étude d'EcoSec. Le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse et la géothermie. Donc, la Kabylie peut, en puisant son énergie de ces sources, peut réduire, voire anéantir sa dépendance aux combustibles fossiles. Ça, donc, c'est la première, c'est la diversification. Le deuxième axe, donc la deuxième stratégie, c'est le développement donc, des énergies renouvelables, parce que la Kabylie, il a un ensoleillement abondant. Donc avec le soleil de la Kabylie, donc il y a de quoi à se doter. On a un potentiel énorme pour le développement de l'énergie solaire. Et en plus, ces conditions géographiques peuvent être propices à l'énergie éolienne. Sur les hauteurs, sur son offshore, hein, au large de la Kabylie, hein, dans les eaux méditerranéennes. Et aussi le relief montagneux, donc pour faire de l'hydroélectrique. Et aussi, il y a, par exemple, il y a des zones un petit peu, je vais pas dire vulcaniques, mais des sources chaudes. Hein. Il y a des hammams et tout ça, donc oui. On peut profiter de faire de la géothermie, même si à petite échelle, mais moi c'est un appoint. C'est un appoint qui peut couvrir un besoin. Donc un appoint par là, un appoint par là, un appoint par là, peut faire. On en reviendra par rapport à ça. Voilà. Il y a aussi, on a dit, insister, faire une éducation pour l'efficacité énergétique, donc déployer une politique ou bien mettre en œuvre des politiques d'efficacité énergétique et de sobriété. Par exemple, ne pas laisser les lampadaires des rues, par exemple, pendant la nuit, à 3 heures du matin, 4 heures du matin, ou actuellement, il y a des systèmes, par exemple, le lampadaire s'allume automatiquement. Donc, s'il n'y a pas de mouvement, ça éteint, tu vois, des choses comme ça. Voilà, donc, efficacité énergétique, sobriété. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre votre véhicule. Alors, si vous allez acheter votre pain, votre baguette, vous pouvez prendre votre vélo par exemple. Des choses comme ça. Donc, il faut mettre en œuvre. Donc, et aussi améliorer les infrastructures. Donc, pour qu'ils soient plus efficaces, les moderniser. Les réseaux électriques aussi, hein, pour utiliser les nouvelles technologies, justement, pour les rendre plus efficaces. Il y a aussi, donc, il faut le quatrième axe, c'est les investissements. Donc il va falloir investir beaucoup avec la nouvelle technologie, donc plus efficace comme on dit, dans les réseaux électriques robustes, des systèmes de stockage d'énergie. Donc il ne faut pas que l'énergie soit comme ça gaspillée. Donc si on ne l'utilise pas, s'il n'est pas utilisé, il faut qu'il soit gaspillé pour des besoins ultérieurs. Voilà, donc utiliser pour les besoins ultérieurs. Voilà. Oui. Et ce qu'on appelle aussi les smart grids, donc les technologies intelligentes pour gérer la production, la distribution d'énergie sur tout le territoire de la Kabylie. Donc varier, par exemple, la nuit, il faut diminuer voilà, si la journée, on vous donne par exemple 100 colis, 3000 kilowatts ou quelque chose comme ça, la nuit, on diminue drastiquement pour vous donner uniquement parce que peut-être c'est les veilleux, c'est des trucs comme ça, des choses comme ça. Et aussi la cinquième stratégie, c'est l'interconnexion avec le système électrique international. Donc, c'est quoi ?
Donc connecter le système électrique kabyle au système électrique, par exemple, algérien. Si Algérien le permet, on peut, parce que nous, on espère avoir un bon voisinage. C'est pas parce qu'on est deux pays différents que ça y est, on se parle plus, on se fasse pas, on vient des ennemis. Non. Donc il faut garder des échanges privilégiés économiques. Par exemple, connecter le système électrique kabyle au système électrique algérien, voire européen, avec des câbles sous-marins, par exemple. Il y a des sociétés, par exemple, ici en France. En France, c'est les leaders dans les câbles sous-marins. Voilà, des câbles électriques. Par exemple, on peut connecter la Kabylie avec la Sicile, avec la Sardaigne, avec la Corse, la France, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie. Donc on peut se permettre de faire ce genre de choses. Comme ça, la Kabylie peut exporter. Hein, donc en cas de surplus, donc il peut exporter en plus automatiquement. Ça veut dire que si le pays auquel il est connecté il a besoin, pour une raison ou une autre, il n'a pas d'électricité chez lui, donc la Kabylie peut lui donner, et vice-versa aussi. Donc la Kabylie peut exporter, comme c'est aussi vice-versa s'il y a un sinistre ou quoi que ce soit, donc il peut importer aussi de l'électricité. Donc ça va dans les sens. Ça en fait, actuellement, c'est mondialisé. Si on prend par exemple la France, la Grande-Bretagne, les pays baltiques, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, avec la Finlande, les pays scandinaves, tous ces pays-là, ils sont interconnectés. Donc avec des câbles sous-marins, la Kabylie peut le faire aussi. Ça fait partie donc de cette interconnexion internationale. Si les relations géopolitiques le permettent, cette interconnexion offrirait la possibilité donc d'importer en cas d'importer l'énergie en cas de surplus et de répondre aux pénuries locales. Tu vois. Ou bien non, d'exporter en cas de surplus, voilà, et d'importer en cas de pénurie locale. Voilà, dans les deux sens. Et l'Algérie, donc, on connaît tous donc la situation géopolitique entre l'Algérie et la Kabylie en raison de ces préoccupations géopolitiques. Normalement, peut-être il pourrait être réticent pour soutenir une prospérité énergétique. Enfin, il va mettre un peu les bâtons dans les roues pour éviter, empêcher cette prospérité énergétique kabyle, mais une connexion au système électrique européen. Donc on peut, si l'Algérie ne veut pas, on peut le faire directement avec l'Europe par exemple. Voilà, si l'Algérie ne veut pas, tu supposes qu'au cas où le système actuel mafieux persiste, quoi. Hein. Ouais. Voilà, donc j'espère que d'ici là quand même ils sont quand même qu'il aura les choses voilà. Et ça en fait, cette action d'exportation importation, ça se fait automatique. Donc comme il y a interconnexion, donc les choses avec les systèmes intelligents, donc ça se fait automatiquement, et donc ça c'est une sécurité en fait. Voilà. Il y a aussi, donc on a dit, bon, l'interconnexion avec le système international, il faut aussi développer des partenariats et des coopérations internationales avec ceux qui ont ces technologies solaires, éoliennes, de distribution, des lignes de transmission, voilà, tout ce maillage. Il faut s'échanger les connaissances et les technologies donc entre ces pays, surtout pour le début de la Kabylie, en fait, les premiers jours de l'indépendance, la Kabylie doit aller dans ce sens. Et aussi, probablement, que sa diaspora l'aide, qui sont un petit peu spécialisés dans le domaine de l'énergie. Et aussi réduire, parce que le parc roulant le plus représentatif, le plus énergivore, c'est le parc roulant, c'est les voitures, les bus, les trains. Donc il faut réduire drastiquement la consommation d'énergie dans le secteur des transports. Donc on vient de dire le parc roulant, donc c'est le plus grand consommateur d'énergie, et plusieurs pays donc, ont réussi à réduire drastiquement leur dépendance aux énergies carbonées dans le secteur. Par exemple, je donne l'exemple, Danemark et les Pays-Bas ont adopté des stratégies très innovantes, novatrices. Ils ont favorisé, par exemple, je ne sais pas si vous avez été déjà au Danemark ou en Suède. En fait, il y a plus de vélos que d'habitants.
D'accord. Donc pour les courtes distances, Pour le courte privilégiez plutôt distance, pour aller emmener ses enfants. En plus, ils ont adapté leur vélo. Moi, j'ai travaillé en Suède, j'ai travaillé au Danemark, et j'étais un peu étonné. Ils ont des vélos, par exemple, vous pouvez faire des courses, il y a un bac pour faire le truc, et c'est des vélos qui sont adaptés, innovants. Donc, même pour aller emmener les enfants à l'école, à la crèche et tout ça. vélo Donc, ils électrique. mettent. Non, des vélos, même pas Normaux. électriques. Ah. Voilà, donc D'accord. tu vois, eux, c'est des pays plats, hein, donc la Suède, la Scandinavie. Donc, ils utilisent pour leur déplacement domestique, hein, local, ou locaux. Eux, ils utilisent donc les cyclomoteurs aussi, ou des vélos électriques, tout en améliorant aussi. Voilà, donc il faut mettre des infrastructures cyclables, tu vois, recyclable. donc comme ici par exemple en France, on a des passages dédiés, des cycles, Vélo, ouais. voilà, D'accord. et des pistes dédiées à ça, quoi. Et là, en fait, par rapport à ça, donc il faut jouer aussi sur la fiscalité. Sur la législation. Donc, pour favoriser ça. Donc, on ne peut pas, là, ici, nous, par exemple, pour aller faire ses courses, on prend la voiture. C'est vraiment aberrant. C'est comme aux États-Unis aussi, c'est aberrant. Et ces politiques-là, donc, ils ne sont plus courts dans les pays scandinaves, dans les pays nordiques. Ils ont vraiment dépassé ça, et parce qu'il y a une législation favorable, une fiscalité favorable. Je dis, par exemple, si tu n'as pas de vélo, tu trouves un vélo dehors. D'accord. Donc Ok, on est au voilà, service, d'accord. voilà, si tu utilises ça, si tu t'engages, donc voilà, il y a une fiscalité, il y a une législation pour t'obliger, t'inciter à aller dans la sobriété, l'efficacité, l'utilisation des énergies renouvelables. Donc voilà un petit peu, il y a toutes ces stratégies, c'est un mix, c'est des stratégies, plusieurs axes, justement pour arriver à cette fin. D'accord, ok. Merci. Et quelles sont les hypothèses et les ordres de grandeur utilisés par Ecosec pour structurer et dimensionner les besoins en énergie de toute la Kabylie? Voilà, pour mener son étude, donc Ecosec a posé quelques hypothèses. Voilà, donc dans le rapport d'Ecosec, Ecosec fait des suppositions comme quoi un foyer kabyle est composé de 4 personnes en moyenne. Donc le papa, la maman, Les deux enfants. les deux enfants. Donc ça, en fait, c'est une moyenne. Après, il y a des foyers qui sont beaucoup plus nombreuses, moins nombreuses. Donc en moyenne, ce qui est un peu le standard, d'ailleurs même, actuellement, c'est le standard international. Hein. D'accord. Donc un papa, une maman, et puis deux enfants. Hein. Donc, et aussi, la supposition, pour faire ces calculs, pour mener ces calculs, une ville moyenne kabyle est composée de 10 000 foyers. Donc 10 000 par 4, donc en gros une ville moyenne qui est partie de 40 000 habitants. Voilà. Okay. Et la population kabyle est estimée à 12 millions. Donc voilà, et donc on a ces 12 millions, donc on a à peu près en Kabylie 3 millions de foyers de Kabyles. Voilà. Et un foyer, ça c'est dans les normes internationales, consomme 4000 kWh par an. Un foyer. 4000 kWh par an. Et en se basant sur ces données, donc un foyer consomme 4000 kWh, et donc une ville qui est composée de 10 000 foyers, elle consomme 40 gigawattheures par an. Donc un total pour les 3 millions de foyers kabyles ou bien les 12 millions d'habitants de Kabylie s'élève à 12 térawattheures par an. Donc le besoin énergétique de la Kabylie se situe aux alentours de 12 térawattheures par an. Bon, donc là, en fait, ce qui n'est pas inclus ici, c'est par exemple, on s'est axé sur les foyers, mais probablement les entreprises. Après, il y a des petites entreprises qui peuvent donc être comme des foyers parce qu'ils ont besoin juste d'énergie électrique comme ça simple, et on a passé aussi donc par rapport aux moyens, les locomotives ou la logistique de ces foyers. Probablement après il faut rajouter une petite marge par rapport aux grandes entreprises où ceux-là ils seront capables de financer leur propre énergie par exemple. On expliquera après par rapport à comment ça va. Donc le besoin énergétique
énergétique de la Kabylie se situe aux alentours un peu de 12 TWh par an. Voilà, et ces données-là, ces hypothèses et ces ordres de grandeur qui sont un petit peu la boussole pour dimensionner les besoins énergétiques par territoire, en fait. D'accord, ok. Batten Multic, ça très intéressant. Vous avez parlé de quelques années pour atteindre la souveraineté énergétique. Quelle feuille de route pour y arriver? La souveraineté énergétique 100% décarbonée, donc selon le rapport EcoSec, bien sûr, selon l'étude qui a été menée. Encore, il faut qu'on rappelle, donc c'est pas une étude microéconomique, c'est une étude macroéconomique ou macroscopique. Voilà, parce que pour aller dans les méandres, donc il va falloir faire par chaque installation, par chaque plateforme, par chaque ville. Donc là, on entre dans les détails, où est-ce qu'il va être mis en place, où est-ce le truc. Ça, c'est des détails projet par projet. Donc là, on fait un petit peu, on essaie de dimensionner d'une façon macroscopique ou macroéconomique, voilà, donc les besoins énergétiques, combien ça nous coûte, l'éventualité que la Kabylie, en fait, je veux dire la faisabilité de la souveraineté énergétique est plausible ou pas, hein, est faisable ou pas. Donc le rapport EcoSec a fait en 3 phases. Donc a divisé cette souveraineté énergétique qui peut être atteinte progressivement en 10 années. Donc en gros, selon la démarche de 5 à 10 ans. En première année, la première phase, les 2 premières années, c'est là qu'on lance un petit peu les appels d'offres. C'est là qu'on commence vraiment à travailler. Voilà, on fait les appels d'offres, on va faire un petit peu les lois, les guichets uniques, donc un petit peu s'organiser, comment, et en plus ce qu'on appelle des win-win. Là, on commence à faire les premiers mégawatts. Donc les petits panneaux solaires, les petits machins, probablement des panneaux solaires sur comment dire, sur les toits des maisons. Ou bien une plateforme comme ça dans une friche comme ça, un peu abandonnée, dans une crête qui n'est pas utilisée par exemple pour l'agriculture. Donc on peut, voilà, c'est les premiers appels d'offres pour donc le photovoltaïque, pour le solaire et pour l'éolien. Ils sont les plus, parce qu'ils sont un petit peu les plus rentables et c'est les plus rapides. Donc c'est ce qu'on appelle les win-win. Donc dans les 2 premières années, on peut déjà commencer à acquérir la technique et le mode d'emploi, voilà, donc les différents moyens. Donc quelqu'un peut déjà mettre en place, par exemple, son énergie à lui, quoi. Par exemple. D'accord, ok. Dans la deuxième année, la deuxième phase, donc de 2 à 5 ans, là c'est la montée en puissance. Donc on parle plus de mégawatts, on parle maintenant de gigawatts. Donc en fait, on augmente un peu dans le truc. Et là, donc on continue dans le solaire et l'éolien. On s'attaque donc aux petites stations hydroélectriques. Voilà, il y en a déjà quelques-unes en Kabylie, donc probablement faire d'autres, donc avec un petit barrage, avec une hydro. Donc là, ça c'est des projets, donc on commence dans la première année, mais qui commencent à se concrétiser dans la deuxième phase, de 2 à 5 ans. Donc on peut construire donc les centrales hydroélectriques, même ils sont microscopiques, parce qu'en fait, il faut voir par commune. On n'est pas obligé de faire des méga centrales où ça prend 10 ans, 20 ans. Donc, c'est vraiment faire à taille humaine, à taille villageoise, à taille tête d'Earth, d'ailleurs la commune, d'ailleurs l'arche, des trucs comme ça, tu vois, individuels. Par entreprise, par exemple. Donc, il faut qu'on donne les moyens pour faire tout ça. D'accord. Et donc, on commence, donc, la deuxième phase, on commence aussi donc, la biomasse. La biomasse, un petit peu, en fait, c'est tout ce que les déchets agricoles, les déchets de forêt et tout ça. Voilà, faire, donc, comme ça, quand actuellement, par exemple, nos terres agricoles, en fait, c'est des déchets un peu partout. Il y a ils sont laissés un peu dans la nature avec la pollution et tout ça. Par contre, avec les projets de biomasse territorialisée, donc, on peut mettre en place des techniques pour rentabiliser tout ça. Donc, au lieu que ça pollue un peu les rues, et tout ça, ça va être un petit peu fait dans une unité spéciale de la biomasse et à partir de là, générer de l'électricité.
Et aussi commencer à mettre en place donc le réseau, le maillage. Voilà, donc donc actuellement il y a des lignes transmises, tout ça, mais on peut développer de nouvelles, moderniser avec de nouvelles technologies, tout ça. Et la troisième phase, donc qui peut aller de 5 à 10 ans, là on commence à ce qu'on appelle le mix énergétique. C'est là on arrive donc de la troisième phase de 5-10 ans. C'est la question d'après. Ouais. Je voulais juste te poser quel est le mix énergétique ciblé par Oui. EcoSec pour atteindre la 12 TWh par an, justement pour atteindre la production aiguë des 12 TWh. Comment faire quel est le mix énergétique donc, voilà. Et pourquoi surtout Oui. Et justement, juste pour finir le truc, pour la troisième phase, et dans cette phase, donc on a dit la consolidation des mix énergétiques qu'on va expliquer juste après. Et donc l'extension des réseaux, les options d'interconnexion donc avec international, et aussi ce qu'on appelle les smart grids, donc les réseaux intelligents. Donc, il détecte la fluctuation ou l'intermittence des sources énergétiques. Donc, il permet un petit peu de savoir comment calibrer, équilibrer, optimiser, tuner, des choses comme ça. Et pour le mix énergétique, donc, EcoSec a proposé. 12 TWh par an. Donc, en fait, le mix proposé, donc aussi ça, c'est une évaluation. Donc, ça ne veut pas dire que c'est celle-là qui va être mise en place. Donc, il va être revu à la hausse ou à la baisse. Tout dépendra des moyens, des difficultés rencontrées pendant ce temps-là. Je veux dire, il n'y a rien qui est écrit sur le marbre. Tout est appelé à être modifié selon les besoins, selon les difficultés, selon les aléas. Et le mix proposé par donc EcoSec, donc 25% de l'énergie, il sera solaire. Hein, c'est un petit peu la moins chère. 25% de l'éolien, le 25%, sachant que donc le solaire et l'éolien offrent des capex faibles, donc des investissements faibles par rapport aux autres, ou des délais courts. Ça veut dire on peut facilement mettre rapidement, donc monter, acheter une éolienne et la monter, la connecter. Donc c'est pour ça que pendant les 2 premières années, c'est sur cela que ça va focaliser pour vraiment sortir les premiers mégawatts donc de l'énergie kabyle. Et le troisième sur donc l'hydroélectrique à 25%, voilà. Donc au fil de l'eau, plus les microsites, je dis, il faut aller quelque chose, même en miniature, quoi. Donc il faut vraiment partir à taille humaine, comme ça même, si tu fais une méga, ça tombe en panne, voilà, après tout. Par contre, si tu as juste une panne locale, quoi. Donc, il n'est pas généralisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des microsites. En plus, l'électrolytique, donc c'est pilotable. Donc, tu peux l'éteindre, tu peux tu peux faire beaucoup de choses. C'est pas comme le solaire ou l'éolien où on peut pas on peut pas commander le soleil, on peut pas commander le vent. Voilà. La biomasse, donc, à 15%. Et voilà, donc tout ce qui va valoriser un petit peu les résidus, rentabilise les résidus forestiers, agricoles, cogénération, en gardant en plus les gens, ils peuvent gagner de l'argent en donnant leur compost, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Et voilà, et la géothermie, donc 10%. Comme la Kabylie n'est pas volcanique, mais il y a des sources chaudes, des régions où ils sont. Donc, ils ont mis à 10%. Donc, basse apporte la chaleur, réseau, process et ponctuellement l'électricité. Donc, on fait tout ça. Donc, le calcul qui est fait tout à l'heure pour 12 TWh par an. Donc, le 25% du solaire, 25% de l'éolien, 25% de l'hydroélectrique, 15% de la biomasse, 10% de la géothermie. Donc, ça fait, à horizon de 5-10 ans, un investissement de 10 milliards d'euros.
10 milliards d'euros, donc phasés, bien sûr, comme on dit, en 3 phases, en lot compétitif. Voilà en gros un petit peu l'étude, enfin le résultat de l'étude menée par l'ECOSEC. Donc il définit. Après, on peut augmenter, par exemple, si on trouve que géothermie, on ne peut pas atteindre 10%, par exemple 5% même à l'échelle locale. Donc on peut augmenter l'éolien, on peut augmenter le solaire, des choses comme ça, quoi. D'accord. Ouais. Tu as parlé de 10 milliards de coûts pour à raison de 5 à 10 ans à venir. Ouais, de 5 à 10 ans. D'accord. Ouais. Et quels sont les coûts justement unitaires, les surfaces et facteurs à retenir pour arriver aux 10 milliards total au niveau du pays kabyle? Donc ça, c'est les calculs en fait en tenant compte des prix actuels. Hein. Donc voilà, donc les prix actuels. Par exemple, le solaire pour 1 mégawatt. 1 mégawatt. Si tu te rappelles, un foyer, c'est 4000 kilowattheures. Oui. Donc voilà. Il a 1 mégawatt. 1 mégawatt de l'énergie solaire, il coûte 1,2 million d'euros. Ouais. De 0,8 à 1,2 million d'euros. Et 1 mégawatt, ça prend à peu près de 1 à 2 hectares. Tout dépend de la technologie, de l'efficacité, la façon que se fait tout ça. Donc, en fait, pratiquement, si on veut faire pour 1 mégawatt, il nous faut 1 jusqu'à 2 hectares de terre. Quoi. Si Voilà. on devait Des utiliser le plateformes. solaire. Voilà, le solaire, par exemple. D'accord. Et l'éolienne, c'est 1 mégawatt d'éolienne. Donc, on a de 1,3 jusqu'à 2,2 millions. D'accord. 1 million d'euros. Et tu vois, donc on voit directement que le solaire, il est moins cher. Hein? D'accord. Ok. Voilà. Bien. Parfait. L'éolien, par exemple, il peut faire la nuit, il peut faire le truc. Donc c'est pour ça qu'il faut parler de mix. Hein? Voilà. Et l'hydroélectrique, si on fait donc une centrale électrique, une centrale hydroélectrique, 1 mégawatt, il coûte de 1 jusqu'à 5 millions d'euros. C'est plus cher. C'est plus cher, effectivement. Donc, voilà. La biomasse, 1 mégawatt, il coûte à peu près 2 à 4 millions d'euros. Géothermie, donc 2,5 à 5 millions d'euros par mégawatt. Donc, en fait, c'est ce mix-là. On a les prix de l'éolien, de machin par mégawatt. On sait ce qu'on a besoin. On a besoin de 10 millions d'euros. Voilà. Et on fait un petit peu, on joue sur le mix. Donc, c'est par rapport à ce mix. Donc, si on modifie le mix, ça peut changer un petit peu ça. Hein. Donc, voilà. Et aussi, donc, par rapport à ces 10 millions d'euros, ça, c'est l'investissement. Il y a l'investissement. Donc, dans l'investissement, il y a ce qu'on appelle l'overhead, les coûts de mise en œuvre, par exemple. Les salariés, tout ça. Donc, il faut rajouter à peu près donc 30%. Ça, c'est les investissements. Donc, on doit, pour mettre en place ça. Mais après, la mise en œuvre, donc, il faut rajouter à peu près 30%. Généralement, c'est un peu le standard hein, dans les projets internationaux, les grands projets internationaux. Donc, on rajoute un peu 30%. Et voilà, ça donne à peu près donc 13 millions, disons à 15 milliards d'euros. On aura, donc au bout de 10 ans, on aura donc l'énergie kabyle 100% électrique maîtrisée par la Kabylie. Ouais. Produite par la Kabylie, au profit de la Kabylie. Et voilà, donc on garantit notre souveraineté. Il n'y aura aucun autre pays qui va venir, il va dire, voilà, il va te faire des pressions. Au jour d'aujourd'hui, 15 milliards, c'est pas excessif. Hein, ben, moi, je travaille dans une boîte, notre chiffre d'affaires, une boîte. Voilà, donc on est à peu près 120 000 donc employés. On fait un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros. Ah, tu vois, bah, voilà. Voilà, donc c'est voilà. pas aussi excessif que c'est ça. Pas excessif, non, c'est jouable. Hein, c'est truc, D'accord. Et quelle gouvernance ECOSEC propose-t-elle pour juste continuer, oui. donc j'ai pas fini le truc. D'accord. Donc les 22 mégawatts d'une ville. Donc, on a fait par mégawatt. Maintenant, avec le calcul, les hypothèses qu'on a dit tout à l'heure, donc une ville, il lui faut 22 mégawatts, ok, cumulés. Hein. D'accord. Et donc, pour une ville, voilà, comme... Et ça, excuse-moi, juste les 22 mégawatts, c'est le fonctionnement général avec les entreprises, tout le fonctionnement oui, de la les ville. 22 mégawatts qu'on a calculé, voilà. Les besoins des individus à l'intérieur.
La majorité, c'est les individus. Après, les D'accord, entreprises, c'est les les d'accord. entreprises, eux, ils peuvent Sont investir tous- sur leur propre D'accord, énergie. ok. Quoi, tu vois. Parfait. Parfait. Voilà, donc ça en fait c'est un peu le public, hein, c'est un peu pour le peuple. D'accord. Après ok. l'énergie, on va pas donner, on va pas être responsable de l'énergie qu'on donne à l'entreprise. L'entreprise, il va mettre ses éoliennes, il va mettre ses trucs, et donc il peut être autonome, ou bien il peut acheter. Donc il peut, c'est elle-même qui va, là on investit pour le peuple. D'accord. Après ok. l'entreprise, elle va investir pour elle-même. D'accord. Voilà. Parfait. Donc pour une ville, donc si on met pour les 22 mégawatts, si on se met 100% sur le solaire, ça nous coûte à peu près entre 17 millions d'euros jusqu'à 26 milliards d'euros. D'accord. Non, millions d'euros, pardon, pas milliards. Et éolien, donc pour une ville de 40 000 habitants, donc ça nous coûte entre 28 et 48 millions d'euros. L'hydro entre 22 donc jusqu'à 110 millions d'euros. Donc ça bouge. Hein, donc tout dépend de relief, de machin, tout dépend. C'est pour ça si on entre dans vraiment le microtechnique, là où on peut identifier exactement. Et on voit par rapport à ça, donc c'est le solaire qui est le moins cher, hein, le plus rapide à mettre en œuvre. Okay. D'accord. ok. Voilà, donc le mix 25, 25, 25, 15, 10 à l'échelle de toute la Kabylie, 12 TWh par an, évalue l'investissement total à 10 milliards d'euros. Voilà en gros un peu D'accord. Bah, le résultat de l'étude de l'ECOSEC. Je reviens donc à ma question. Quelle gouvernance ECOSEC propose-t-elle pour concrétiser cette indépendance énergétique? Là-dessus, donc, on a dès le départ, donc ça c'est quelque chose qui peut se concrétiser dès les premiers jours de l'indépendance de la Kabylie, c'est pour créer une autorité suprême interministérielle. Donc il y a pas mal de ministères, mais il y a une autorité suprême qui va s'occuper. Donc son rôle, son objectif, son travail, c'est l'indépendance énergétique. Donc c'est une autorité qui est rattachée donc à la présidence. C'est à la présidence de la République fédérale de la Kabylie. Voilà. Et donc il aura cette autorité avec des représentants des différents des ministères, des différents secteurs, le secteur de l'énergie, le secteur de l'environnement, le secteur des transports, de l'économie, du budget, de l'industrie, de la recherche, de la formation, de l'aménagement et de défense. Donc c'est vraiment une autorité suprême rattachée direct à la présidence et il y a des représentants de tous les ministères qui touchent un petit peu d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, aux besoins d'énergie. Donc les ministères de l'énergie, de l'environnement, des transports, de l'économie, budget, l'industrie, recherche, formation, aménagement et défense. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire cette autorité donc interministérielle souveraine? D'abord, c'est l'élaboration et la mise en œuvre de la politique énergétique nationale. Donc tout à l'heure, on a parlé d'un certain nombre d'axes de stratégie et tout ça. Donc c'est à eux d'élaborer donc le phasage en trois. Donc c'est à eux d'élaborer cette politique énergétique, de mettre en œuvre cette politique énergétique, définir les objectifs, les plans d'action pour atteindre donc l'indépendance énergétique. Et aussi donc ils vont s'assurer un petit peu la coordination interinstitutionnelle. Donc toutes les institutions donc assurer une certaine synergie entre les différents ministères et les agences gouvernementales impliquées dans le domaine de l'énergie. Et aussi régulation et supervision. Donc c'est à eux de réguler, de superviser tout ça, le marché de l'énergie, superviser les projets énergétiques, garantir le respect des normes, bien sûr, environnementales et de sécurité, définir les priorités, voilà. Donc, et aussi, il va falloir aussi attirer les investissements. Comment investir tout ça? Donc il faut qu'ils développent des stratégies pour attirer des investisseurs étrangers et nationaux, hein, ceux qui ont l'argent, faciliter les partenariats publics-privés et promouvoir donc les IDE, hein, donc les investissements directs étrangers. Et aussi, comme on dit là,
il ne faut pas faire quelque chose de bâclé, quoi. Donc il faut vraiment, dès le départ, comme on a dit, on est entré directement de facto, et on doit s'inspirer de toutes les technologies actuelles. Et c'est pour ça qu'il faut voilà, axer sur la recherche en même temps qu'on développe. Donc on favorise l'innovation, on stimule l'innovation et aussi on stimule la recherche aussi. Donc, encourager l'innovation, la recherche dans le domaine des énergies renouvelables, en collaboration bien sûr avec les universités nationales, il y a les universités kabyles, les centres de recherche kabyles, et aussi les universités internationales et les centres de recherche internationaux. Et aussi, bien sûr, assurer la communication et la sensibilisation. Voilà. Donc, mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir, on a parlé tout à l'heure de l'efficacité énergétique, la sobriété et les énergies renouvelables auprès du grand public, justement, pour les sensibiliser, pour leur expliquer qu'il faut aller vers cette indépendance énergétique, comment et, voilà, et pourquoi. D'accord, ok. Mathan merci. Alors, Ecosec a mené des études comparatives et réalisé des benchmarks sur quelques pays qui ont réussi cette indépendance énergétique. Oui. Qui sont ces pays? Comment ils ont réussi? Oui. Justement, ça c'est le gros lot, parce qu'avant de commencer vraiment à travailler dans l'étude, l'élaboration des résultats, tout ce que nous avons dit, en fait, ils ont étudié, donc Ecosec a étudié un certain nombre de pays, voilà, qui sont un peu de notre taille, soit en matière de superficie du territoire, ou bien le nombre de populations, ou bien, voilà, donc les reliefs, tout dépend des différents reliefs, sachant que la Kabylie, elle est 3 reliefs. Donc il a la mer, il a les vallées, il a la montagne. Donc ils s'inspirent comment ceux de la vallée, comment ils ont fait, ceux de la montagne, comment ils ont fait, voilà, qu'ils ont les reliefs et tout ça. Ils ont comparé, ils ont étudié un certain nombre de pays. En plus, ceux qui ont réussi, pratiquement, probablement pas 100%, mais il y a ceux qui ont réussi 100%, donc décarbonation énergétique. Par exemple, ils ont étudié le cas de l'Islande, le cas de la Norvège, le cas du Danemark, le cas du Pays-Bas, le cas du Uruguay, le cas du Costa Rica et le Paraguay. Donc, par exemple, on regarde un peu le cas de l'Islande. En fait, eux, leur énergie, il est 100% renouvelable. Il y a 70% hydroélectrique et à 30% de la géothermie. Je sais que l'Islande, c'est un pays volcanique. Il y a plein de volcans. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent 30%. Et ils ont des fjords, ils ont tout ça. Donc, ils utilisent 70% des deux. Donc, voilà, par exemple, un pays comme l'Islande, son énergie est 100% renouvelable, décarboné, et il n'est pas fossilisé. Voilà. Et ils sont connus sur la chaleur géothermique. Ça, par exemple, là, un cas de partenariat international qu'on peut mener, c'est que pour bien exploiter les sources géothermiques kabyles, on peut s'inspirer, on peut se faire aider par l'Islande, par exemple. Tu vois? D'accord. Ouais. Et après, derrière, aussi, tout le système de chauffage, le process. Donc, il y a des partenariats qui pourraient être développés avec l'Islande. Et aussi le cas de la Norvège. Juste pour dire, en fait, combien l'Islande, il a 103 125 km². Nous, donc l'Islande, il fait à peu près, il fait deux fois. Nous, c'est 44 000 mètres. Oui, nous, 44 000 m². On fait la moitié de l'Islande. À peu près, oui, de 2 fois et quelques, quoi, tu vois. Donc l'Islande, il fait 2 fois et quelques la Kabylie. Mais en matière de population, ils sont à 393 000 Kabyles. Individus. Et 393 000 individus. Ah, donc, oui. Tu vois, oui, donc ils sont très... Ah oui, donc voilà.
Et eux sont indépendants. Et ils sont indépendants, exactement. On est 12 millions, on ne l'est pas. Voilà. Bon. La Norvège, elle est, en fait, elle aussi, il est à 96% renouvelable. Elle, c'est à 96%, en fait, entre 89 et 96% de pourcentage en hydroélectrique, selon les années. Voilà. Et donc, eux, ils ont, avec des fjords, ils font du stockage saisonnier, la modulation rapide. Donc, ils ont des réservoirs, beaucoup de réservoirs. Ils font aussi, ils ont des éoliens en croissance. Ils sont en train de développer l'éolien aussi. Voilà. Eux, par rapport à la Kabylie, donc, il faut viser des petits ouvrages. Pas des grands ouvrages comme eux, donc comme on a dit, quoi. Donc, gestion, on fait aussi, il va falloir faire comment faire du stockage, la gestion de retenue, voilà, pour assurer cette flexibilité. Eux, ils sont 5 millions d'habitants pour 385 207 km, la Norvège. Voilà. Donc, ils sont un peu plus grands que la Kabylie et ils sont à la moitié de la Kabylie. 5 millions d'habitants, 5 millions, tu m'as dit, c'est ça, 5 millions d'habitants. Ouais. D'accord. Ouais. Même pas la moitié, de la Kabylie. Voilà. Et eux sont indépendants. Ils sont indépendants aussi énergétiquement. C'est l'un des pays les plus riches du monde. Et eux, en fait, leur comment dire, énergie fossile, elle est exportée. Mais en fait, l'argent qui rentre des hydrocarbures, il part dans un fonds souverain pour les générations futures. Il dit, eux, leur politique, ils ne veulent pas donc profiter de l'énergie fossile actuelle. Donc, ils sont... voilà. Et, en fait, ils disent, si on l'utilise, parce qu'on est en train d'hypothéquer les richesses de nos générations futures, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils leur garantissent ça en argent. Donc, ils sont un des pays les plus riches du monde. Voilà. D'ailleurs, même si l'Algérie vraiment est un pays digne de son nom, elle aurait pu être du même niveau que la Norvège. Non, mais la Norvège n'est pas dirigée par des mafieux et des terroristes. Hein. Et un autre exemple donc, sur lequel Ecosec s'est inspiré, c'est le Danemark. Le Danemark, on dit, c'est le maître du vent. En fait, eux, ils sont plus petits que la Kabylie. C'est 43 000 km. Enfin, ils sont équivalents à la Kabylie. La Kabylie, c'est 44 000. Eux, c'est 43 000 km². Ils sont 6 millions d'habitants. Donc, ils sont la moitié de la Kabylie. Donc, on a la même superficie. La même superficie que le Danemark, mais ils ont la moitié de la population de la Kabylie. D'accord. Oui. Eux, actuellement, ils sont à 64%. En 2023, ils étaient à 64% de la demande couverte par les énergies renouvelables. Donc 64% de l'énergie, il est renouvelable. 54% des éoliens. Donc ils ont bien développé. C'est le record mondial. Donc eux, ils ont le record mondial de l'éolien. Donc ils font beaucoup à la fois de l'onshore et de l'offshore. Alors, onshore, ça veut dire dans les terres, et l'offshore, c'est dans les larges, le large de la mer. C'est le Danemark, c'est la mer du Nord, c'est ça? Ouais. C'est actuellement d'ailleurs. C'est la mer du Nord. C'est la mer du Nord, effectivement, c'est la mer du Nord. Et actuellement, il y a un problème au niveau du passage des navires qui se trouvent entre le Danemark et le Groenland d'ailleurs. Voilà, par exemple, donc nous, pour l'hydroélectrique, on peut s'appuyer sur Norvège, donc on peut demander partenariat à la Norvège. Pour l'éolienne, on peut développer des partenariats avec le Danemark. Hein. Voilà. Il y a aussi un autre pays qui est un peu semblable au nôtre, c'est les Pays-Bas. Eux, ils ont pratiquement la même superficie avec les Pays-Bas, mais ils sont à peu 18 millions d'habitants. Donc un peu plus nombreux que la Kabylie. En 2023, 43% de l'énergie il est renouvelable. Donc ils utilisent beaucoup l'éolien et le solaire. Et eux, ils ont bien développé donc le solaire sur les toitures. Et aussi les éoliens en offshore. Donc au large, quoi. Et voilà, donc nous, on peut s'inspirer des Pays-Bas justement pour développer le solaire sur nos toitures, les ombrières, et aussi l'éolien
dans l'offshore. Donc on peut s'inspirer des partenariats avec eux, voire même solliciter leurs investisseurs étrangers. Ils viennent, ils installent des plateformes d'éoliennes, de solaire, tu vois. Et les autres pays, les 3 pays de l'Amérique du Sud, c'est l'Uruguay. L'Uruguay, donc nous, on est la Kabylie, eux, ils sont à 176 000 km². Nous, non, donc ils sont un peu... L'Uruguay, hein? L'Uruguay est à combien de kilomètres carrés? Non, ils sont à 176 000. Donc à peu près 44, 3 fois. 3 fois, non, 4 fois. 4 fois. 4 fois, ils sont à 3 millions d'habitants. Voilà, 3 millions d'habitants. Et leur électricité, il y a 99 de 90 à 99% énergie renouvelable, avec, donc ils font de l'hydraulique et le vent. Voilà, transition, eux, ils ont fait leur transition au moins de 10 ans. Au moins de 10 ans, donc leur mix énergétique, enfin leur énergie est pratiquement à 99% décarbonée. Donc voilà, donc c'est des choses, voilà, on peut s'inspirer par rapport. Il y a aussi le cas, je vois sur ta feuille, du Costa Rica. Du Costa Rica, effectivement. Costa Rica, parce que je crois que c'est un cas extrêmement intéressant, le Costa voilà. Rica. Costa Rica est presque 100% énergie renouvelable. Mais climat sensible. Donc eux, ils sont 51 000 km². Donc presque comme la Kabylie. Comme la Kabylie, avec la moitié de trucs. Eux, ils sont à 5 millions d'habitants. Ils ne sont même pas à la moitié voilà. de la Kabylie. Donc, eux, c'est grâce à l'hydro, donc à l'hydroélectrique. Voilà. En 2023-2024, ils sont descendus à 95%. Voilà. Et voilà. Donc, ils font... voilà, eux, de temps en temps, ils peuvent utiliser aussi de l'éolien, mais si jamais il y a des sécheresses. Pour nous, par exemple, on peut utiliser ça, mais en cas de sécheresse, par exemple, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de machin, on peut utiliser la géométrie, la géothermie, l'éolien, quoi, pour la Kabylie, quoi. Et on peut donc voir avec Costa Rica, c'est un pays un peu de taille de la Kabylie, donc on peut s'en inspirer, voilà, faire des partenariats. Et en dernier, le Paraguay. Le Paraguay qui est 100% de son énergie, il est hydroélectrique. Donc en plus, il exporte de l'électricité. Lui, il est 406 km², donc 10 fois le territoire de la Kabylie, et avec 7 millions d'habitants. Donc électricité intégralement hydraulique. Voilà, il exporte vers les voisins. Voilà, donc voilà un petit peu les différents pays sur lesquels le rapport d'EcoSec s'est basé, et voilà, et à partir desquels on pourra s'inspirer et développer des partenariats technologiques, économiques, business, tout ce qu'on veut. D'accord, ok, merci. Est-ce que justement la Kabylie est dotée de tous ces reliefs nécessaires pour développer ces énergies renouvelables? Oui, la variété du relief kabyle, donc à la mer, on a dit, il y a les vallées, les montagnes, donc permet effectivement de développer ces énergies renouvelables. Pour justement le solaire, on peut la priorité sur les toitures, hein, les toitures de maisons, l'urbain, le tertiaire, l'industriel. Donc même l'industrie, donc ils peuvent s'appuyer là-dessus. Les ombrières de parking. Les microcentrales sur friche, donc des terres abandonnées, des crêtes qui servent à... Voilà, donc on peut installer des microcentrales, hein, ou bien on peut aussi installer des mégacentrales, hein, donc pourquoi pas. Aussi développer ce qu'on appelle des suiveurs, ça veut dire que des panneaux qui suivent le soleil. Ah oui. Voilà, pour une meilleure efficacité, donc là où la topographie en fait le justifie. Voilà, donc faire aussi donc un maillage distribué, donc relier toutes ces plateformes donc au système un peu national et international. Et aussi donc dans le cas de l'éolien, on peut utiliser à la fois l'onshore et l'offshore. Donc l'offshore, donc on a tout dans le large des côtes de la Kabylie, de la Méditerranée, les crêtes, hein, pour onshore, le vent accéléré, là où ça accélère, des couloirs là où il y a beaucoup de vent. Par exemple, faire attention, par exemple, si on met, par exemple, sur Jura, les montagnes, où là, après la logistique, ça sera difficile,
pour la maintenance, pour aller. Donc c'est pour ça que quand on entre dans les projets, le cadrage des projets en microéconomie, comme on dit, à l'échelle microéconomique, donc il va falloir définir les installations, où est-ce qu'il faut s'installer. Mais en tout cas, nous avons les reliefs nécessaires pour développer à la fois du solaire et de l'éolien. Donc on a parlé de l'offshore, donc on a plus de 300 km de côte, ça sur la Kabylie kabylophone, hein. Alors si on inclut la Kabylie historique plus tard, donc on sera à peu près dans 400-500 km. Et voilà, donc voilà, quand il y aura le cadrage des projets, il faut étudier là où il y a le vent, là où il faut éviter les pêches, les vues, machin. Donc il faut tenir tout ça en compte, voilà, et tenir en compte donc les nuisances sonores, acoustiques et tout ça, la faune. Voilà, c'est des paramètres écologiques, environnementaux qu'il faut tenir en compte, quoi. Pour l'hydroélectrique, il faut privilégier, donc, comme on l'a dit, des petites stations hydroélectriques au fil de l'eau, par exemple. Là, donc, par exemple, même dans les barrages, faire des barrages et faire ça pour justement dédier, par exemple, aux centrales électroélectriques. Tu vois, cibler des puissances modestes comme le Djurdjura, on a le Djurdjura, l'Akfadou, le Bibon, le Babor, voilà, donc pareil, il y a certaines choses à tenir en matière de climat. Par exemple, il dit attention pour les poissons, pour la faune, la flore, machin. Donc il faut faire des études d'impact. Voilà, pour savoir où installer, comment installer, faire tout ça. Et aussi, donc, dans le cadre de la biomasse, voilà, faire un petit peu par territoire. Donc, voilà, où il y a la forêt, les ressources, là où il y a des terres agricoles, la régénération, le compost, tu vois, de toutes ces choses-là. Voilà. Et puis pour la géothermie, comme on a dit, voilà, il faut chercher des points de sources chaudes, faire même à point. Hein. Donc voilà, il faut lancer les compagnies géophysiques, déterminer un petit peu des profondeurs là où il y a un peu de la chaleur. Voilà. Donc pour répondre à ta question, donc effectivement, les 3 reliefs de la Kabylie peuvent permettre de développer même pour des besoins locaux, donc soit des microcentrales ou des mégacentrales ou des centrales individuelles et ainsi de suite. Quoi, voilà. D'accord. Okay. Yeah. Ok, merci. D'accord, mais et tout ça, comment financer cette indépendance énergétique? Donc en fait, on a parlé de 10 milliards d'euros. Hein, ça, c'est les investissements, plus un peu les 30% en matière de mise en œuvre. Hein, voilà, donc échelonné de 5 à 10 ans. Voilà, donc on a dit en phase pour un petit peu aller les premiers temps en matière d'efficacité, il faut aller sur le PV et l'éolien. Donc voilà, donc on a définir un peu les investissements, le panneau solaire. Voilà. En deuxième phase, donc l'hydroélectrique, la biomasse, donc un peu ciblée hein, par étude d'impact et tout ça. La géothermie par rapport aussi donc à l'exploration des études géophysiques, hein, voilà, sur tout le territoire. Maintenant, les instruments financiers, donc il faut faire ce qu'on appelle il y a plusieurs choses. Hein. Donc, il faut faire partie, on a parlé des partenariats internationaux. Il faut donc faire appel aux IDE, aux investissements directs étrangers. Donc, avec les pays, par exemple, que nous avons cités, des investisseurs étrangers, des investisseurs kabyles, des investisseurs algériens. Donc, voilà, ils amènent par exemple, leur argent. Ils peuvent développer des méga-centrales. Après, ils vont être propriétaires pendant, par exemple, 20 ans. C'est des concessions pendant 20 ans, 30 ans. Voilà, donc ils les construisent et les exploitent. Donc les Kabyles donc, se fournissent donc en besoin énergétique, ils payent l'énergie et aussi donc l'investisseur par rapport à ce qu'il gagne, il paye les impôts kabyles. Donc là, ça coûte rien à l'État kabyle. Donc voilà, donc c'est des investissements qu'on ramène. C'est un petit peu bête que l'État normalement il est censé recevoir des recettes. Voilà, donc à la fois de sa population et de ses entreprises.
Ça doit être l'unique. Voilà. Tout le reste, ça doit être c'est des investisseurs, des entreprises. Et dans notre cas ici, c'est des concessions. Aussi, on peut développer des banques. Donc, on peut permettre des banques privées de développement. Voilà, et fonds, par exemple, où tu peux faire des fonds de climat, dédiés au climat, dédiés à l'énergie, avec un taux de rendement, tu vois, qui est un return of investment qui est assez élevé pour de permettre aux gens d'investir dans des fonds. On utilise des fonds pour développer le truc. Donc, on utilise un petit peu, c'est ce qu'on appelle un petit peu, c'est ce qui se fait en matière de finance internationale, le montage des finances et tout ça, un peu partout dans le monde. Il y a ce qu'on appelle green bonds, hein, tu vois, les titres d'obligations verts. Il y a aussi, donc, lui, il dit, il y a ce qu'on appelle, j'ai parlé donc, les IDE. Donc, si un investisseur il a besoin d'investir, voilà, donc on peut lui donner, on va l'inciter, on va l'encourager à investir en Kabylie, voilà, donc avec des partenariats gagnant-gagnant, à la fois pour le Kabylie. Donc voilà, en tout, aussi, au bout de 5 ans, 10 ans, nous avons parlé comment dire, donc, il ne faut pas oublier, ça c'est dès les premiers jours de la Kabylie indépendante. Donc la Kabylie indépendante, quand il va accéder, la Kabylie quand il va accéder à son indépendance, il y a tout un process. Donc on n'est pas tout seul dans le monde. Donc il y a avec l'ONU, avec les pays internationaux, donc ils vont aussi aider la Kabylie dans ce sens, soit en prêtant de l'argent, soit en donnant des donations, des trucs comme ça, quoi. Donc il y a toute une panoplie de mécanismes, d'instruments, d'outils financiers pour pouvoir financer les 10 milliards, sachant que 10 milliards, c'est peanut, quoi. C'est rien, quoi. Voilà. Voilà. Et après, il va falloir faire attention parce que quand on fait un transfert, il faut qu'on soit capable après de maîtriser la technologie. Donc, quand il y a un investisseur qui vient, il doit faire apprendre au Kabyle, transmettre les connaissances, faire un peu transfert de compétences, des clauses un peu de maintenance, tu vois. Voilà, donc tout ça sera défini un petit peu dans le cadrage des projets quand ils seront mis en place. D'accord. Ok. Dans ce cas, pourquoi l'efficacité Juste, pardon, oui. Juste pour oublier, et donc dans le cadre, pour ne pas oublier, donc il faut, dès l'indépendance, les premiers jours de l'indépendance de la Kabylie, il faut que la Kabylie entre dans ce qu'on appelle une phase d'économie de guerre. C'est quoi l'économie de guerre? Voilà, c'est pas une économie pour faire la guerre, parce que bon, c'est pour justement toutes les ressources, donc doivent être facilitées et doivent se concentrer, converger vers le seul objectif qui est donc la construction de l'État kabyle, de l'État kabyle, et parmi cette construction, c'est cette indépendance énergétique. Donc ça veut dire que toutes les priorités de la nation kabyle iront dans ce sens. Voilà. Donc d'ailleurs actuellement, par exemple en Russie actuellement, ils sont en économie de guerre. Véritable économie de guerre. Voilà, bon, ils font la guerre, mais toute leur économie, donc, il est focalisé dans cette suprématie, comment dire, militaire ou pas. Mais nous, dans le cadre de l'économie de guerre de la Kabylie, va servir donc à la mise en œuvre, à bâtir un État kabyle fort, indépendant, souverain économiquement et énergétiquement. D'accord. Donc voilà, toutes les forces vives doivent être concentrées et focalisées sur le développement du pays à ce moment-là. Pourquoi l'efficacité est-elle, je reviens à ma question, pourquoi l'efficacité est-elle la première préoccupation des COSEC, et quelles sont les mesures immédiates ou d'urgence à avoir? Bon, l'efficacité, même les pays les plus grands du monde, par exemple ici en France, là, ça part toujours de l'efficacité. Donc, tout incite à l'efficacité, parce que chaque kilowattheure évité,
hein. Donc si on éteint, par exemple ici le studio, on éteint, on sort, voilà, donc on évite 10 kWh. Donc ça supprime des capex, des investissements en plus. Voilà. Et aussi la rénovation. Par exemple, ta maison, s'il est bien isolé, t'es pas obligé de la chauffer plus, quoi. Donc des choses comme ça. Donc ça évite. Tout ça, c'est le but de réduire les investissements. Voilà, les capex, donc capital expenditure. Donc tout ce que tu dépenses en tant que capital. Par exemple, dans le cadre comment dire, des lumières, par exemple, des panneaux. Donc, au lieu d'utiliser un condensateur tungstène qui est assez énergivore, il faut utiliser les LED, la nouvelle technologie. Donc, les 60 heures, donc, comment dire, donc, bon, la consommation, donc, ça consomme moins en éclairant mieux. Voilà. Tout ça, c'est des politiques un peu d'efficacité. Les variateurs, hein, donc il faut savoir ne pas aller au loin. Par exemple, dans ta chaudière, tu vas pas mettre à fond. Il faut mettre le minimum pour garder juste une température à 20 degrés, 19 degrés, un truc comme ça. Quoi, tout ce qui est voilà. domotique aussi, Voilà. Domotique, Voilà. le pilotage à distance, Pilotage à distance, voilà. et pour régler un peu tout ça. Oui, Oui, tarification, donc pareil, il faut faire des tarifications un peu, voilà, si tu utilises cette énergie, ça coûte, si tu utilises ça te coûte, donc cher, voilà, des choses comme ça. Les mesures immédiates, donc déjà, il faut que la Kabylie, d'ores et déjà, c'est un peu difficile, mais des véhicules électriques. Donc, voilà, il faut aller développer des partenariats, des bonus-malus, des marchés publics pour favoriser les véhicules électriques. Il y a des pays déjà qui sont déjà pratiquement à 100% électriques. Voilà. Et développer des bornes partout. Donc, des bornes, voilà. Et aussi développer des bus électriques. Aussi une logistique urbaine décarbonée. Par exemple, voilà, je sais pas, donc si on va dans les pays nordiques, en Suède, des fois, il y a des innovations que tu peux pas imaginer. Par exemple, chacun truc, il est les panneaux, les machins, les lumineux, les lampadaires, ils sont faits avec l'énergie solaire, par exemple, ou de l'éolienne. Donc, ils font tout ça. C'est donc logistique urbaine décarbonée, diffuser les deux roues électriques. Donc favoriser les deux roues électriques, et ça consomme moins, comme ils l'ont fait les pays européens, densément peuplés, exemple Danemark et les Pays-Bas. Pourquoi pas les vélos carrément donc, non électriques, les vélos normaux. Il y a aussi les trains, il y a aussi les tramways qu'on peut développer en Kabylie, pour voilà, éviter les déplacements en voiture et justement le trafic, les bouchons sur les routes. Voilà. Et tout ça, ça réduit drastiquement les investissements ou le coût de l'énergie. Bien sûr. D'accord, ok, merci. Donc, l'indépendance énergétique imposera-t-elle l'autarcie et quel sera l'impact sur l'Algérie? Normalement, non. Normalement, non. Bah, pas d'autarcie. Les interconnexions, maintenant, c'est une norme internationale. Dans des pays qui se respectent, dans des pays démocratiques, dans des pays qui vivent dans le bon voisinage et qui d'entraide, de solidarité. Là, on parle bien d'une Algérie développée, d'une Algérie dont le système politique a changé. Voilà. D'accord. Et donc voilà, les interconnexions améliorent la résilience. Donc voilà, donc tu peux exporter comme tu peux importer. Voilà, en cas de besoin, donc en cas d'appoint. Par exemple, pour une raison ou une autre, tu as un petit tremblement de terre, tu as une centrale qui est voilà, défaillante, tu n'as pas de surplus, donc automatiquement, tu reçois de l'énergie. Voilà, avec les systèmes intelligents, donc tu peux calibrer, quoi. Si la géopolitique régionale n'est pas propice avec la Kabylie, avec l'Algérie, tu vois, si l'Algérie sans tête fait dans sa tête la Kabylie, c'était un pays ennemi. Bon, donc nous, la Kabylie peut développer une liaison sous-marine, donc avec d'autres pays, avec Malte, avec la Corse, avec la Sardaigne, l'Italie, la France, l'Espagne, les îles Baléares, tu vois, avec le Maroc, avec voilà. Donc et aussi
beaucoup plus développer le partenariat avec des pays comme les pays du Nord, hein, donc les pays baltiques pour l'éolien, les câbles sous-marins, donc utiliser un peu leur technologie, quoi, voilà. Donc normalement, il n'y a pas de tarcé. L'Algérie trouvera son bien là-dedans, voilà. Donc comme il peut exporter, comme il peut importer, hein, voilà, vers la Kabylie, de la Kabylie. Mais s'il ne veut pas, donc la Kabylie ne sera pas autarcie, donc il pourra développer ses liaisons sous-marines avec les pays occidentaux, qui lui sont proches, quoi. Comme dirait l'autre, Ouais. si on est amis, on fera avec. Si on est ennemi, bah, on fera sans. C'est Ouais. tout. Ouais, exactement. D'accord. Et qu'en est-il de l'art de l'énergie nucléaire, à ton avis? Est-elle propre? Quelle est aussi la vision des COSEC par rapport à cette énergie? Bon, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, bien sûr qu'il est propre, hein. Après, selon des déchets, donc c'est un débat, hein. Donc il est propre. Il y a des pays, pour nous, il est propre. D'autant que moi, j'étais déjà, je travaillais dans le nucléaire par avant, donc j'ai déjà, je travaillais dans le génie nucléaire. Oui, voilà, j'ai une expérience là-dessus. Donc, il y a ceux qui disent avec les déchets radioactifs qui sont pratiquement, qui ne désintègrent jamais, hein, donc ils sont limités leur période de désintégration. Et ceux qui disent c'est gérable. Donc, par exemple, en France, ils trouvent que c'est les écologistes, ils disent que c'est pas propre. Après, quand ils ont enlevé le nucléaire, ils étaient un peu enfin, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Mais c'est une technologie qui n'est pas facile à avoir. Quoique, la vision des COSEC par rapport à cette énergie. Donc, comme on a dit, pour la Kabylie, il faut qu'il développe beaucoup plus privilégier des appoints, des microcentrales, des individuels et tout ça. Dans le cadre du nucléaire, actuellement, la nouvelle technologie, mais ça va être dans la deuxième étape de la Kabylie indépendante, pas la première phase de souveraineté énergétique. Le souveraineté énergétique, je pense qu'il doit être focalisé sur les énergies renouvelables, dit quelque chose qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Voilà. Par contre, le nucléaire, le nucléaire, c'est une technologie pas facile à avoir et qui est un petit peu qui se programme. Hein, par exemple, une construction déjà d'une centrale nucléaire par exemple, de 3000, de 6000, de 9000 mégawatts, mais ça prend 10 ans pour la construire. Voilà, donc nous, on ne peut pas attendre d'ici là. C'est pas facile et ça coûte très très cher. Voilà, ça ne coûte pas 10 milliards, hein, ça coûte beaucoup plus que ça. Mais actuellement, il y a ce qui se développe, c'est ce qu'on appelle S-réacteurs, small reactors, donc des mini-réacteurs. Mini-réacteurs quoi? Des mini-réacteurs nucléaires. Donc en fait, actuellement, la tendance en France actuellement, et plus tard, donc je pense qu'ils ont commencé, ils veulent développer un peu des petits réacteurs nucléaires qui peuvent être construits, je ne sais pas, en une année, 2 ans, 3 ans, je ne connais pas exactement le truc, mais un peu, donc pas 10 ans, voilà. Beaucoup plus rapidement et ça couvre juste une ville, donc ça dépend, chaque petite ville par exemple de 40 000 là aura son mini réacteur, quoi, et donc il y aura une petite voilà, donc beaucoup de réacteurs, de small réacteurs dissimulés, je pense, et ça donc il est très très intéressante pour vraiment encore aller plus loin, hein. Mais donc ça c'est la deuxième phase, ça sera pas malheureusement dans la première phase, donc de 0 à 10, enfin des premières années. D'accord. Voilà. Sachant qu'une centrale nucléaire peut s'acheter, pas besoin que le peuple ait déjà la technologie, elle peut l'acheter, sauf qu'elle coûte extrêmement cher. D'accord. Donc oui, quelle est la vision des COSEC par rapport à cette énergie, Guy, à ton avis? Tu as dit à peu près l'énergie, tu as parlé sur l'énergie nucléaire, mais cette vision propre à la Kabylie. Oui, donc ça sera pas, je vous dis, ça sera la deuxième étape
de la Kabylie indépendante. Donc, elle n'est pas possible de l'avoir dès les premières années. Moi, à mon avis, je les ne conseille. Ne pas investir dans le nucléaire. Non, probablement investir, mais ne pas compter avoir les retombées dans les 10 premières années. Donc, effectivement, il faut tenir compte de. Et si ces petites centrales se développent à travers le monde, là, à ton avis, il est possible de se diriger vers ce genre d'énergie? Il y a tout un écosystème qu'il faut développer, donc c'est pas une chose facile. Hein. Donc là-dessus, voilà. Donc on a investir dans l'éolienne, dans le solaire est beaucoup plus rentable, rapide, voilà, de courte durée pour se doter de son électricité, de son énergie. Voilà. Par contre, on peut démarrer dès les premiers jours de l'indépendance, voilà, mais les retombées, ou peut-être le premier réacteur ne va pas être utilisé dans les premières années, quoi. Donc pas avant, voilà. D'accord. Ok, bien. Merci, Azidane. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission Thadamsa, Taqverit. Je te laisse le dernier mot pour récapituler et conclure l'ensemble de ce que tu viens de dire. Comme nous avons déroulé cette étude de l'ECOSEC, du Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie, donc cette étude a démontré que le projet d'indépendance énergétique kabyle, donc 100% décarboné, et n'est pas un slogan, n'est pas une utopie, c'est un projet réaliste, c'est un projet d'ingénierie et de gouvernance, donc mesurable, finançable, atteignable. D'accord. L'ECOSEC a défini une feuille de route qui n'est pas écrite sur le marbre, qui peut être revue une fois. Donc on fera des cadrages détaillés, microéconomiques. Et là, on a défini 3 phases. Donc les 2 premières années comme phase de la première phase, la deuxième phase de la 2e à la 5e année, et la 3e phase allant de 5 ans à 10 ans, là où il sera concrétisé l'indépendance énergétique 100% décarbonée et durable et renouvelable. Donc c'est un mix d'énergie renouvelable calibré. Nous avons vu les hypothèses qui sont plus ou moins égales aux besoins réels de la Kabylie, qui s'élève à 12 TWh par an, et aussi donc un cadre d'investissement clair, de 10 milliards d'euros pour investissement, et puis à peu près de 30% d'overhead, des coûts de mise en œuvre qui s'élèvent donc à tout casser vers 15 milliards d'euros. Avec ça, donc la Kabylie peut atteindre une électricité 100% décarbonée et résiliente. Nous avons aussi, avant de faire cette étude, ECOSEC a fait un benchmarking, des comparaisons avec des pays qui ont réussi dans ce domaine, des pays qui sont un petit peu équivalents à la Kabylie, soit en termes de population, soit en termes de superficie, en termes de relief, qui ont à peu près les mêmes sources d'énergie renouvelables. Donc, bien sûr, chaque pays sa spécificité prouve. Donc, ces pays ont prouvé, la Kabylie prouvera que ce projet, le succès de l'indépendance énergétique, tiendra à la planification, à la diversification, à la flexibilité et à une gouvernance du haut niveau et au plus haut niveau, sachant que la Kabylie est dotée de ses ressources naturelles, de ses reliefs qui permettent de développer ces ressources, ces sources d'énergie, et elle a surtout aussi des ressources humaines, une richesse humaine pratiquement inégalable, à la fois dans la diaspora, qui font les beaux jours des pays, des différents pays du monde, et des grandes multinationales du monde. Donc ils peuvent bien sûr servir la Kabylie, et aussi la richesse humaine kabyle qui se trouve en Kabylie. Donc ECOSEC a proposé de faire ce cap, de concrétiser ce projet d'énergétique et de l'indépendance énergétique de la Kabylie de 5 à 10 années de ces premières années d'indépendance.
D'accord, ok, Tanmirti. Merci. Donc à peu près 5 à 10 ans pour devenir totalement souverain énergétiquement, ce qui est très peu, hein, en 5 et 10 ans. Ouais. Tout peut se faire à partir du Ouais. moment où il y a de la volonté, de l'intelligence et des hommes pour le Exactement. faire. Donc on peut réussir. Tanmirti Khazidan, nous arrivons donc au terme de cette émission, de la première émission, Tadam Satak Veyrith, l'économie kabyle. Donc le premier thème qu'on vient d'aborder était sur la souveraineté énergétique. En tout cas, seront suivies d'autres émissions sur l'économie kabyle, Tadam Satak Veyrith. Voilà, merci Ok. d'être Merci. venu, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Quant à moi, donc, ce courage, donc tous les otages kabyles qui sont actuellement dans les geôles algériens, on a une très forte pensée pour eux. On leur passe le message de s'accrocher, courage, n'abandonnez pas. Et beaucoup d'espoir et puis voilà, jusqu'à ce que vous sortiez, vous soyez libre. Pour grande pensée dans aux familles qui sont en train de souffrir et qui sont loin de leur être aimé, qui est actuellement donc en prison. Voilà la fin de notre première émission sur Tadamsar Thaqvelit. On y aura d'autres prochaines. Merci à ceux qui nous suivent. Et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Télévision Kabyle. Merci, à la prochaine. Au revoir.